Dans les films américains, la police, c'est ça. John McClane, officier de police. En vrai, la réalité du métier, c'est sans doute plutôt ça. Mais quand on va manifester aujourd'hui, le policier, c'est souvent ça. Fabien Jobard est politologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres sur la police et notamment de Politique du désordre, un ouvrage qui raconte comment s'est opéré en France depuis une vingtaine d'années un glissement vers une gestion autoritaire et brutale du maintien de l'ordre. Par définition, la police dispose de la force. Mais les conditions de l'usage de cette force font débat en démocratie. La véritable fonction de la police est-elle de maintenir l'ordre ou de protéger les citoyens? La police a-t-elle nécessairement vocation à recourir à la force? À quoi sert la police? La première chose à savoir sur la police, c'est que c'est une institution récente en Europe. Bien plus récente, par exemple, que l'institution fiscale ou judiciaire. La police, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un service public d'agents, le plus souvent des hommes, très récemment des femmes, en uniforme, chargés, un, de garantir la sécurité publique, deux, de défendre les institutions, et trois, de découvrir les auteurs de crimes ou de délits. Ça, c'est très récent. C'est en gros depuis le début du 19e siècle, et même on peut dire en ce qui concerne la fonction judiciaire, c'est-à-dire l'élucidation des crimes, courant du 19e siècle, fin du 19e siècle en fait. Mais alors, comment est-ce qu'on faisait avant? Il y avait bien des crimes avant? Évidemment. C'est pas qu'il n'y avait pas de crime avant 1830, mais la sécurité du quotidien était confiée à, en ville, ce qu'on appelait des milices bourgeoises. Les milices bourgeoises, ce sont des milices de classe qui protègent les intérêts et surtout les biens des possédants. Et qui visent à éloigner la plèbe, les non-possédants, de l'accès à ces biens. Lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, la ville explose littéralement sous l'effet de l'industrialisation, lorsque les masses ouvrières en provenance des campagnes prennent la ville, des forces de police sont cette fois nécessaires. Elles sont mises sur pied parce que les milices bourgeoises, évidemment, ne parviennent plus à elles seules à assurer l'ordre. Ces agents-là ont évidemment pour mission première de défendre l'ordre, qui est un ordre public, mais qui est aussi un ordre social. Il s'agit de ne pas atteindre à la propriété. La police a donc pour fonction de perpétuer un certain ordre politique. Quand elle s'est mise en place, elle a pris le relais des milices bourgeoises, mais aussi de l'armée, qu'on envoyait jusqu'alors pour rétablir l'ordre en cas d'émeute. Or, l'État a justement eu à cœur d'afficher le fait que le policier n'est pas un soldat, que le maintien de l'ordre à l'intérieur d'un pays, ce n'est pas la même chose que la guerre. Le 19e siècle est donc marqué par une lente pacification du maintien de l'ordre. Il y a certes plusieurs épisodes de répression très violente, comme par exemple pendant la Commune de Paris, mais globalement, on appelle moins l'armée pour gérer les foules, la police se professionnalise, le principe des sommations à haute voix est plus respecté, et le nombre de morts lors des rassemblements diminue. Et cette volonté de pacification transparaît dans le nom même qui est donné aux sergents de police, et qu'on appelle à la fin du 19e siècle les gardiens de la paix. Les surnoms que portent les policiers, c'est ce qui va caractériser la relation en fait des citoyens au pouvoir politique. Si on prend le Bobby, par exemple, un diminutif, c'est effectivement une appellation plutôt sympa, et c'est un diminutif du fondateur quasi mythique désormais de la police anglaise, qui est Robert Peel, Robert donc Bob Bobby, qui est donc ce conservateur anglais qui avait maintenu l'ordre en Irlande et qui avait en quelque sorte vendu l'idée de police aux Anglais. Si on prend les policiers français, et notamment les policiers parisiens, ils se sont vus qualifiés de gardiens de la paix, sous influence anglaise précisément. Il se trouve que Napoléon III, qui revient d'exil au milieu du XIXe siècle, prend l'idée du Bobby avec lui. Il essaye de faire en sorte que les policiers, les sergents de ville à Paris, deviennent des gardiens de la paix. Il va même tenter de les désarmer, comme en Angleterre, puisqu'on se souvient qu'en Angleterre, les policiers ne sont pas armés et ne veulent toujours pas l'être aujourd'hui. Alors il va tenter de désarmer les policiers parisiens, l'expérience va tourner court, donc il va les réarmer. Mais si on regarde les gants blancs et le bâton blanc du gardien de la paix
parisien de la fin du 19e siècle, ça, c'est une formidable petite invention qui signifie, comme le nom, comme la sonorité gardien de la paix, qui signifie comme ça visuellement que le gardien de la paix ne se salit pas les mains. Ce n'est pas une brute. Il indique, il suggère, mais il ne frappe pas. Au XXe siècle, ce processus de pacification se poursuit, à tel point que la France a longtemps pu s'enorgueillir d'être un modèle en termes de gestion apaisée des foules. On peut citer la phrase du préfet Maurice Grimaud, rappelant en 1968 à ses agents que frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même. Et ce qu'explique Fabien Jobard, c'est qu'entre 1968 et 1999, alors que la manifestation de rue s'institutionnalise, la doctrine du maintien de l'ordre se fonde alors sur le retardement maximum du recours à la force, le maintien d'un contact permanent avec les organisateurs et la tolérance pragmatique de certains désordres. On est l'une des très rares, sinon la seule force de maintien de l'ordre dans le monde, qui, dans son historique, a le fait de ne pas faire de trous. Nous, on fait des bosses. C'est vrai que quelqu'un qui s'est retrouvé à subir une charge, en général, il peut avoir des petits problèmes, quelques contusions, peut être un peu abîmé. Mais on ne tire pas sur la foule. Alors qu'est-ce qui fait que le sujet des violences policières revient sur le devant de la scène aujourd'hui ? La question s'est posée dans un premier temps dans le contexte non pas de la manifestation, mais des banlieues. Dès les années 80, la France a connu plusieurs séquences où la mort d'un jeune au contact de la police a entraîné des émeutes urbaines. Image terrible de Vaux-en-Velin, confrontée à la colère de centaines de jeunes. À l'origine, la mort dans des circonstances troubles de Thomas Claudio, 21 ans. Plus récemment, c'est la mort de Naël qui a déclenché plusieurs jours d'émeutes. En France, la question policière est une question très vivement débattue. Ça a l'air un peu idiot ce que je dis, mais tant ça nous est naturel à nous, Français. Mais si vous allez en Angleterre, en Italie, en Allemagne, la police ne fait pas les grands titres des journaux comme en France, ou en tout cas beaucoup plus rarement. En France, ce sont les questions de maintien de l'ordre qui reviennent au devant de la scène, les questions de violence, les questions de racisme. Le moment est venu pour la France de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Est-ce que la police française est plus raciste que d'autres polices ? En France, pendant le confinement, on a eu vent d'une affaire un peu particulière. En Seine-Saint-Denis, à l'île Saint-Denis, un ouvrier égyptien avait plongé dans la Seine pour échapper à un contrôle de police. C'est pas nager, bico comme ça, lâche pas. Or, bico est une expression évidemment injurieuse, mais que plus personne n'emploie. C'est une expression qui remonte à la guerre d'Algérie. C'est assez fascinant parce que ça suggérerait que un policier de 25 ans, donc né à la fin des années 90, début des années 2000, emploie des expressions que son père, voire son grand-père employait. Et là, évidemment, ça éveille les soupçons sur ce qu'on appelle le racisme institutionnel, c'est-à-dire l'idée que à l'intérieur de l'institution policière seraient conservées des marques de racisme qui remontent à d'autres temps. Et c'est une idée qui n'est pas complètement infondée quand on observe l'histoire sociale de la police. La police parisienne, c'est-à-dire la police de l'Île-de-France, elle a été très profondément marquée par la guerre d'Algérie, au sens où mandat avait été donné aux préfets successifs de lutter contre le FLN sur le sol métropolitain. Et ça a amené une culture particulièrement discriminante, violente, raciste des policiers parisiens à l'égard des Nord-Africains. Et puis des événements tels que ceux qu'on connaît comme le 17 octobre 1961. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. C'est tout de suite la répression. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son. C'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Pour certains manifestants, c'est sur le pavé des boulevards que le voyage a pris fin. Mais c'est loin tout ça. Ça a 60 ans. Algérie est indépendante depuis 1962, on est en 2023. Qu'est-ce qui fait que ça se perpétue ? Dans les années 60, la France est un pays d'immigration et on va chercher les travailleurs des campagnes algériennes principalement pour les loger dans les grands ensembles, pour les loger dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cités des villes de banlieue, pour qu'ils aillent travailler à l'usine et
apporter leur contribution aux 30 Glorieuses françaises. Les villes dans lesquelles ils sont installés, ces immigrés-là, ce sont des ensembles qui sont complètement sous-dotés en police. Et quand les policiers sont en situation minoritaire, ou en situation en tout cas exiguë sur un territoire, la tentation, c'est de faire appel à des renforts, des CRS, des gendarmes mobiles, pour assurer la prévention des désordres. Et lorsque des compagnies républicaines de sécurité ou des escadrons de gendarmerie mobile sont envoyés pour des missions dites de sécurisation, eh bien ces unités-là se postent au point de passage entre la périphérie et le centre, là où elles vont pouvoir contrôler les identités, s'assurer de qui va, qui vient, et rappeler aux populations périphériques que la police est là pour veiller à leurs ambitions de gagner les centres-villes. Tout ça trouve parmi ses sources d'inspiration les polices coloniales. Dans les colonies, qui sont des immenses espaces, avec des lieux très concentrés de richesse et de pouvoir, en gros les ports et les petits domaines sur lesquels vivent les populations, les colons, la police, elle a une fonction, protéger ces lieux-là de tout l'environnement. Elle va pas chercher à savoir qui fait quoi ailleurs. La police coloniale, c'est la police des centres-villes, la police des ports, la police des lieux de commerce. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très très bien en France. La faculté ou la capacité qui est donnée aux policiers, sur réquisition du procureur de la République, peu importe, de contrôler l'identité des individus, même s'ils n'ont pas commis d'infraction. Dès les années 60, les populations immigrées habitant dans les grands ensembles sont souvent soumises à des contrôles d'identité avec fouilles par une police marquée par la guerre d'Algérie. Mais ce qui fait que les relations avec la police restent tendues malgré le renouvellement des générations est surtout lié aux mutations économiques et à la désindustrialisation, avec 2 millions d'emplois qui ont disparu depuis 1975. Les premiers jeunes qui se retrouvent sur le carreau, qui se retrouvent donc dans la rue à rien faire, c'est les jeunes hommes sortis du système scolaire sans qualification. Évidemment, les populations auteurs de délinquance de voie publique se recrutent massivement chez cette jeunesse désœuvrée, parce que les portes des usines leur ont fermé devant le nez, et qui sont des populations immigrées. Donc votre calcul, il n'est pas très compliqué. Il est de vous dire de façon tout à fait naturelle que ceux qui posent problème en France, ce sont les immigrés. Quand on analyse l'histoire sociale de la police, on se rend compte que cette période ouverte par la guerre d'Algérie est en fait une période qui s'est prolongée très longuement à la faveur de l'histoire sociale, l'histoire économique française, qui est une histoire de désindustrialisation. Et si vous comparez 3 pays, qui seraient Angleterre, Allemagne, France, ils sont des pays très proches d'une certaine manière, vous noterez assez vite que France et Angleterre ont été caractérisés par des épisodes de violence urbaine, et l'Allemagne n'a jamais été touchée par ça. Lorsque vous regardez la part de l'industrie manufacturière dans le PIB dans ces 2 pays, vous constatez qu'elle est de 20% en Allemagne, et elle est de 10 ou 11% en France et en Angleterre. La combinaison de ce passif colonial et de la désindustrialisation a donc créé une situation explosive dans les banlieues où les relations n'ont fait que se dégrader entre les jeunes et les forces de l'ordre. Bouna Traoré, 15 ans, et Ziad Benna, 17 ans, trouvent la mort dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois après avoir fui un contrôle de police. Les révoltes urbaines déclenchées en 2005 par la mort de Ziad et Bouna ont provoqué un tournant dans la militarisation de la police qui s'est vue massivement équipée en LBD et grenades lacrymogènes. Mais depuis quelques années, c'est dans un autre contexte que la question du recours abusif à la force est pointée du doigt, celui de la manifestation. On a vu que pendant les années 80-90, la France se targuait d'exceller dans l'art du maintien de l'ordre efficace et mesuré. Mais ça a pris fin au début des années 2000. Et cette brutalisation est en partie liée au changement de statut de la manifestation dans la démocratie en France. La gestion des manifestations en France a connu un tournant vers une gestion plus brutale, plus immédiate, plus frontale qu'elle ne l'était auparavant, il y a 20 ou 25 ans. Ça a plusieurs explications, notamment le pouvoir de la manifestation n'est plus du tout le même que celui qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Dans les années 70, 80, 90 encore, manifester, c'était encore avoir une chance de peser sur les décisions politiques. Parce que, à côté du pouvoir des élus, députés, sénateurs, il y avait le pouvoir du nombre en quelque sorte.
et qu'une large mobilisation était une mobilisation qui pouvait légitimement participer à l'élaboration de la loi. Après Juppé, 1995, tous les gouvernements se sont succédés en disant « la rue ne gouverne pas ». La rue doit s'exprimer, mais c'est pas la rue qui gouverne. La démocratie, ce n'est pas la rue. And democracy is not in the street. Autrement dit, le moment de la manifestation n'est plus considéré comme un échange politique, mais comme l'occasion de mettre en scène la détermination du pouvoir face au désordre. Et ce durcissement du pouvoir va avoir des effets sur les formes de protestation. Le fait que, lorsque vous prenez part à une manifestation, le pouvoir auquel vous vous adressez vous dira « manifestez tant que vous pouvez, je ne bougerai pas d'un pouce », alors la petite musique selon laquelle, en France, pour se faire entendre, il n'y a que la violence, elle commence à être très convaincante. Les gens sont convaincus que les gouvernements cèdent devant les émeutes urbaines. Ça donne ce cocktail explosif qu'on voit en France, qui est qu'effectivement, les manifestations peuvent très rapidement prendre une tournure de confrontation à l'égard des pouvoirs publics. Cette attitude plus confrontationnelle, on a pu l'observer en France au moment du mouvement contre la loi travail de 2016, où on voit le retour de ce qu'on appelle le Black Bloc à la tête des cortèges. Mais le phénomène est plus ancien et n'est pas propre à la France. Les Black Blocs sont présents en marge de tous les grands sommets internationaux, depuis celui de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999. Cette tendance à avoir des manifestants plus offensifs, des Black Blocs, des manifestants moins encadrés par les syndicats, ça arrive partout. C'est pas seulement en France. Et pourtant, dans les autres pays, il y a eu plutôt une trajectoire de recherche de désescalade. Les sommets de centre-ville ont été caractérisés par des grandes violences. Seattle en 1999, Göteborg en 2001, Gênes en 2001. Là, la plupart des pouvoirs publics européens, notamment sous l'impulsion de la Suède, parce qu'en Suède, les policiers ont sorti leurs armes à feu, ont fait feu, et ont grièvement blessé des manifestants. C'est en plein centre-ville. Le manifestant vient d'être touché dans le dos. Il s'écroule. La balle lui aurait perforé le poumon et il serait actuellement dans un état critique. Et là, tout un ensemble de pouvoirs publics européens se sont réunis pour dire « ne nous laissons pas entraîner dans une spirale, dans une escalade de la violence », qui est ce à quoi, évidemment, les autonomes, les anti-mondialisations, telles qu'on les appelait à l'époque, alors aujourd'hui on dit Black Bloc, et c'est les mêmes, voulaient les entraîner. Et donc, les pouvoirs publics, ils ont bien vu ce piège qui pouvait se refermer sur eux, parce qu'ils avaient l'expérience du terrorisme d'extrême gauche ou d'extrême droite, selon les pays, des années 70. Et donc, ils ont essayé de réformer les manières de maintenir l'ordre dans une manifestation. Ça a été, par exemple, le projet Godiac, développé à l'intérieur de l'Union européenne, dans tout un ensemble de pays, qui visait donc à ne pas céder à la tentation de la spirale de la violence et engager des techniques et tactiques de désescalade. Alors, il se trouve que la France n'a pas participé. Et lorsque le mouvement social est revenu frapper à la porte assez vivement au printemps 2016, à l'occasion de la réforme du Code de travail, la loi El Khomri, les policiers français ont un peu fait selon leur trajectoire à eux, qui était une trajectoire marquée par les violences urbaines. Et donc, quand vous avez fait 20 ans en tant que commissaire de police dans une ville de grande banlieue ou de banlieue d'Île-de-France, et que subitement on vous demande de gérer une manifestation, votre culture professionnelle, votre savoir-faire, il est du côté des violences urbaines. Il n'est plus du tout du côté du maintien de l'ordre public tel qu'on le connaissait dans les années 80. Face aux mutations de la protestation sociale, la police française n'a pas pris la voie de la désescalade, elle a pris le chemin inverse en dotant ses forces de l'ordre de LBD. Le modèle de police qui consiste à répondre aux violences urbaines, à petit coloniser le modèle maintien de l'ordre qui consiste à mettre les foules à distance et à employer le plus petit niveau de force possible. On le voit bien avec la diffusion des LBD, des lanceurs de balles de défense, qui sont à l'origine un instrument destiné aux violences urbaines et qui se sont imposés en maintien de l'ordre aujourd'hui. Ça a été un choc pour beaucoup de découvrir que on pouvait gérer des manifestations, y compris des désordres dans les manifestations, par le biais de ce type d'armes. Ce durcissement du maintien de l'ordre avec cet usage accru des LBD s'est donné à voir de manière spectaculaire en 2018 dans la répression des Gilets jaunes.
Le journaliste David Dufresne avait tenu le compte des victimes et avait recensé 300 blessures à la tête, 25 éborgnements et 5 membres arrachés. Un niveau de répression qui a forcément pour effet de dissuader une partie de la population de participer aux manifestations. Si on suit la petite carrière de cet armement, on se rend compte que la façon dont les manifestations de centre-ville étaient gérées pendant les Gilets jaunes était en fait rendait visible la façon dont la police, dans les situations de désordre évidemment, agissait dans les périphéries. Et subitement, ce qu'on a vu, c'était des moyens qui avaient été pensés pour les jeunes de cité, qui étaient désormais employés en centre-ville, sur des populations, je dirais, de classe moyenne, indépendants, classe moyenne très fragilisée, qui se réunissaient dans ces mobilisations Gilets jaunes. Aucun pays en Europe n'a vu ces forces de police mutiler autant de gens en si peu de temps. On peut notamment comparer avec un autre pays comme l'Allemagne, où l'approche du maintien de l'ordre est très différente. J'en ai parlé avec Andrea Kretschmann, qui est sociologue au centre Marc Bloch. In Frankreich verfügt die Polizei über auch hier militärähnliche Waffen, LBD und andere Geschosse, die alle darauf ausgelegt sind, aus der Ferne ein Policing durchzuführen. In Deutschland ist es so, dass die Polizei aus der Nähe ein Policing durchführt. Hier ist es so, dass wenn es zu angespannten Lagen kommt, wenn die Polizei mit Zwang agiert, dann geht es um Knüppeleinsätze, dann geht es um die Verwendung von Pfefferspray und dann geht es um Wasserwerfer. Hier sind die Verletzungen, die natürlich auch auftreten und die auch erheblich sein können, trotzdem in einem geringeren Ausmaß, als wir das für den französischen Kontext sehen. Der Entwicklung des Protestpolicing in Deutschland eher etwas anderes, das hier als bedenklich einzustufen ist. Wir sehen nicht die Gewalt auf der Straße, die zunehmenden Charakter hat, sondern wir sehen Veränderungen im Bereich der rechtlichen Möglichkeiten der Ausgestaltung von Protest. Wir sehen zum Beispiel viele Auflagen im Vorfeld von Protest. Wir sehen präventiven Gewahrsam im Vorfeld von Protest. Und wir sehen Veränderungen der Versammlungsgesetze, die die Grundrechte in stärkerem Maße einschränken. Est-ce qu'il y a des différences entre les formations que suivent les policiers en Allemagne et en France? Während es in Deutschland so ist, dass man viel Kleingruppentrainings macht und übt, zum Beispiel, wie man deeskalative Taktiken umsetzt, wie man mit Protestierenden so spricht, dass Konflikte behoben werden können oder dass keine Konflikte entstehen, ist es so, dass man in Frankreich darauf setzt, immer den Worst Case einer Demonstration zu spielen. Das bedeutet, dass jeder Protest aussieht wie ein Bürgerkrieg und dieser Protest wird dann poliziert. Es werden zwar auch am Anfang dieses Training des Worst Cases, das wirft allerdings Probleme auf, weil es die Polizeien dahin konditioniert, Proteste mit großen Gefahren zu assoziieren, Proteste als problematisch zu assoziieren, als Sicherheitsproblem, eher als dass es etwas zu tun hat mit der Ausübung eines Grundrechts, nämlich der Versammlungsfreiheit. Des approches moins brutales sont donc possibles. Mais d'abord, le fonctionnement allemand pose d'autres problèmes. Et ensuite, il est sans doute simpliste d'imaginer que la police française pourrait facilement adopter un autre modèle. Il y a un lien très net, en fait, entre la façon dont on fait la police, la culture collective, la culture professionnelle au sein des polices et la société dans laquelle ils agissent. Les institutions policières, c'est des institutions qui sont difficiles à modifier parce que vous ne pourrez pas changer la police tant que vous ne changez pas de manière un peu plus fondamentale les grands équilibres macro-sociaux de la société dans laquelle cette police intervient. Si la police fait débat en France aujourd'hui, c'est parce que sa manière de maintenir l'ordre a pris un tournant répressif depuis une vingtaine d'années. Tandis que les voisins européens optent pour la désescalade, la police française applique aux manifestants les réponses qu'elle avait élaborées face aux violences urbaines sur fond de crise économique et de perpétuation du rapport colonial.
Mais si les manifestants des centres-villes font aujourd'hui l'expérience de ce que les jeunes des quartiers populaires vivaient déjà depuis longtemps, c'est avant tout pour une raison qui dépasse l'histoire et les doctrines de l'institution policière elle-même, c'est parce qu'on a retiré à la manifestation sa légitimité en tant que contre-pouvoir démocratique. Le prochain épisode tourné en public à la Gaîté Lyrique aura lieu mardi 9 avril. Ce sera avec l'anthropologue Grégory Delaplace et on va parler de fantômes.